Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur le dernier film de Clint Eastwood. Bien évidemment, c'est Juré numéro 2 avec Nicolas Hoult et J.K. Simmons, deux comédiens que j'affectionne particulièrement parce que l'un comme l'autre ont joué dans un paquet là, de bons films, hein. Nicolas Hoult, on avait pu le voir dans la saga X-Men où il incarnait le fauve, Hank McCoy, à partir de l'opus X-Men Le Commencement. Il avait également repris ce rôle dans Deadpool 2 en compagnie de Ryan Reynolds. Nicolas Hoult, on avait pu le voir dans Jack et le haricot magique. Il interprète également un rôle dans, je crois, Le choc ou la colère des titans. C'était un petit rôle. On l'avait vu également Nicolas Hoult dans l'adaptation de la ville de Tolkien. Tolkien, vous savez, c'est un auteur britannique qui a une place toute particulière, qui prend une place toute particulière dans mon cœur là, de fanboy là, de romans là, d'heroic fantasy, puisque avec David Gemmell, ce sont mes écrivains préférés, hein. Donc après, le film, Tolkien c'était pas un chef-d'œuvre, c'était une adaptation quand même assez libre, mais voilà, elle a le mérite d'exister et de rendre hommage à ce très grand écrivain, hein. Nicolas Hoult, on avait pu le voir également de Renfield avec Nicolas Cage, où il incarnait le rôle principal, hein, un acolyte de Dracula. Alors, Nicolas Cage était excellent, il cabotinait à mort, mais il était très très bon. C'était une petite série B, très très fun. C'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'était un bon film. Nicolas Hoult, on va continuer à le voir dans les mois à venir, puisque les amis, il joue dans le prochain film de Robert Eggers. Le film que j'attends le plus en 2024, c'est Nosferatu. Nosferatu, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais moi j'ai pris une sacrée claquousse. Robert Eggers, c'est Northman, c'est Witch, que des masterclass. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adhère complètement au cinéma là, de Robert Eggers. Voilà, ça va être beau. La bande-annonce de Nosferatu, elle est complètement dingue. Donc, voilà, quelle tragédie d'ailleurs de sortir ce film un 24 décembre, en pleine fête de Noël. Je pourrais pas aller le voir Day One, ça c'est vraiment une tragédie, mais par contre je le verrai dans les quelques jours qui vont suivre, ça c'est certain. C'est le film vraiment que j'attendais le plus. J'avais quelques craintes, mais quand j'ai vu la première bande-annonce, là j'étais scotché, c'est tout ce que j'aime. J'ai l'impression que voilà, depuis le Dracula là, de Coppola, on a voilà, le nouveau chef-d'œuvre vampirique. Et il aura fallu du temps, il aura fallu des années, mais ça y est, voilà, il se profile à l'horizon et ça va être vraiment une masterclass. Ça sera sans doute, on verra, hein, mais ce sera sans doute le meilleur film pour moi là, de 2024. Bon, on va quand même le voir avant de juger, mais hmm, c'est peu probable qu'avec ce réalisateur, je tombe des nues, ça c'est clair. Nicolas Hoult, on continuera à le voir en 2025, puisque c'est lui qui interprétera Lex Luthor dans de la nouvelle adaptation là, de Superman version James Gunn, hein. James Gunn, c'est un réalisateur que j'apprécie, hein, que ce soit sa série Peacemaker ou la plupart de ses films, notamment sa trilogie là, des Gardiens de la Galaxie, hein. Je vais pas le renier. Par contre, c'est également le fossoyeur celui qui a vraiment enterré définitivement les espoirs là, des fans de Snyder et de Henry Cavill en Superman, puisque voilà, euh, avec l'apparition de Henry Cavill à la fin de Black Adam, tous les espoirs des fans de voir un Man of Steel 2, voilà, c'était. Enfin, en tout cas, c'était annoncé, hein, dans l'apparition de Superman. En gros, ça voulait dire Man of Steel 2 dans un horizon de 12 à 18 mois, quoi. Et James Gunn, ouais, il a tout brûlé. Donc, après un combat là, de plusieurs années pour les fans, pour que l'univers de Snyder puisse persister, soit avec Snyder ou au moins
avec les comédiens qui incarnaient les personnages majeurs de l'univers, que ce soit Gal Gadot, Ben Affleck ou Henry Cavill. Et ben lui, James Gunn, il est arrivé et au moment où voilà, Henry Cavill sortait la tête de l'eau, habillé en Superman, lui, il lui a remis la tête sous l'eau et il a mis voilà, il a mis son projet voilà et par-dessus ce Man of Steel. Et ça, moi, ça a été un crève-cœur et franchement, donc j'essaierai de voir ce prochain film sans la rancœur que j'ai, hein, sans les a priori que je peux avoir, hein, mais de toute façon, ce sera pas un nanar, hein. James Gunn ne fait pas de nanar, mais c'est vrai que voilà, ça m'enlèvera pas de l'idée que c'est un énorme gâchis là. Tout le monde attendait un Man of Steel 2 avec Henry Cavill, hein. Alors pas forcément réalisé par Zack Snyder, mais tout le monde avait envie de revoir Henry Cavill en Superman. Donc quelle idée là de. Bon bref. J.K. Simmons, eh ben lui, on a pu le voir en tant que J.J. Jameson dans, bien sûr, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Il avait également repris son rôle de rédacteur en chef dans Spider-Man No Way Home, hein. Et c'est bien sûr aussi le commissaire Gordon dans le Justice League de Zack Snyder. Donc voilà, deux très bons comédiens donc, à l'affiche là, de ce juré numéro 2. Clint Eastwood, bon, acteur, réalisateur, voilà, à la carrière voilà, monumentale, hein. Tout le monde connaît Clint Eastwood. Moi, j'ai grandi avec Clint Eastwood. D'ailleurs, j'ai l'impression que je l'ai toujours connu vieux, hein. J'ai l'impression qu'il a 200 ans, cet homme. Il a fait, je crois, plus de 70 films en tant que comédien. Il a réalisé plus de... Enfin, en tout cas, je crois que c'est son 40e film, sauf erreur de ma part, Juré numéro 2. C'est juste monumental. Ça fait partie voilà, des légendes du cinéma hollywoodien encore en activité, que l'on peut mettre voilà, sur le même niveau, sur la même marche que les grands noms que sont Spielberg, Coppola ou autres, hein. Franchement, c'est un maître. De toute façon, voilà, un réalisateur qui a réalisé des films comme American Sniper, Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino, enfin j'en passe, Lettre d'Iwo Jima, Mémoire de nos pères, voilà, les, les, les trois quarts des films qu'a réalisé Clint Eastwood sont des films qui sont importants. Il a bien sûr eu, comme toute personnalité là, du monde du cinéma, eu des hauts et des bas, mais il s'est jamais véritablement trouvé et il a fait quand même énormément là, de grands films et beaucoup finalement de chefs-d'œuvre, et y compris sur les dernières années, hein, où il a quand même proposé des Impitoyable, j'ai oublié Impitoyable, vraiment une masterclass, hein. Bon, en tout cas, voilà, je ne vais pas lister tous les films de Clint Eastwood parce que ça serait trop long. Alors moi, j'avais très peu goûté à sa dernière proposition, Cry Macho, hein. Non pas que le film était mal mis en scène, hein, parce que tous les films de Clint Eastwood sont intéressants. C'est un professionnel qui a toujours su aussi s'entourer d'une équipe technique de haut vol. Donc tous ces films sont toujours des très beaux objets cinématographiques. Mais par contre, voilà, il interprétait également un rôle, il était au casting là, de ce film Cry Macho. On essayait de nous faire croire qu'il avait 15 ou 20 ans de moins qu'il en avait réellement en réalité. Je crois qu'à l'époque de Cry Macho, Clint Eastwood devait avoir 90 ou 91 ans, mais voilà, à l'écran, il les faisait et parfois même j'avais du mal à reconnaître l'acteur que j'aimais et j'avais ce vieux bonhomme, hein, que l'on tentait de me faire croire qu'il avait peut-être 20 ans de moins et ça marchait pas. Alors Clint Eastwood, ça n'a jamais été non plus un comédien de ouf, mais il pouvait pas incarner n'importe quel type de rôle, mais dans les rôles qui étaient conçus pour lui, qui étaient faits en sur-mesure pour lui, hein, il était brillant. Mais voilà, c'était pas le roi non plus de la comédie, Clint Eastwood. Par contre, en tant que réalisateur, lui, c'est quand même un master. Et donc voilà, même un mauvais film de Clint Eastwood, même un moins bon film de Clint Eastwood, ça reste quand même un film tout à fait regardable, hein. Mais moi, ce qui me gênait le plus dans Cry Macho,
C'est que ça me. C'est comme quand vous allez voir quelqu'un qui va bientôt nous quitter, mais que, on va dire, voilà, qui n'est déjà plus lui-même. Comme une vieille personne qui serait en EHPAD, qui serait complètement sénile, euh, voilà, qui aurait le visage complètement creusé, qu'on aurait du mal à reconnaître. Et du coup, ben, c'est cette image-là qui vous imprègne la rétine, que vous intégrez dans votre cerveau, et alors que vous préféreriez vous garder voilà, des images voilà, plus positives, plus belles. Ben, ça m'avait fait un peu ça, ce film Cry Macho. Ça m'avait un petit peu. Ça m'avait pas donné une bonne image. C'est pas cette image-là que j'avais envie de garder là de Clint Eastwood. Donc pour moi, Cry Macho, c'était vraiment le film de trop en tant que comédien Clint Eastwood. Euh, voilà, il avait été très très bon dans La Mule, mais déjà on sentait qu'il commençait à y avoir quand même un petit glissement. Mais là, Cry Macho, voilà, c'était vraiment pour moi le film de trop. Et, et voilà, un film gênant. Mais pas un mauvais film, pas une mauvaise histoire, mais c'est juste que voilà, ça aurait dû être un autre comédien à la place de lui devant la caméra. Donc juré numéro 2, bah, lui, il ne figure pas au casting, donc ça c'est positif. Le film, eh ben, je vais pas faire mystère, hein, ça fait partie des meilleurs films de Clint Eastwood depuis au moins 10 ans, hein. Voilà, vraiment un très 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 bon film. Donc ça, c'est un film que je vous recommande. C'est un film qui m'a surpris parce que je suis pas un gros fan là, de séries de procès ou de films de procès. Et là, c'est vrai que quand j'avais vu la bande-annonce, bon, voilà, ça n'avait pas fait mystère que c'était un film de procès. Et en plus, ce qui était cool dans cette histoire nous était complètement révélé dans la bande-annonce. D'ailleurs, je m'étais fait la réaction, mais merde, là, je viens de me faire spoiler tout le film. J'avais l'impression, en regardant la bande-annonce, d'avoir vu un résumé du film. Et finalement, il restait juste l'inconnu, comment le film allait se terminer. Voilà. Est-ce que le personnage principal allait révéler certaines choses ou pas? Mais voilà, j'avais l'impression que globalement, on m'avait spoilé tout le film, donc l'intérêt du visionnage était relativement limité. Et en plus, la bande-annonce ne promettait pas non plus un gros spectacle cinématographique en termes de mise en scène ou autre. Ça avait l'air d'être quelque chose de relativement classique et de relativement académique, hein. Voilà. Donc, c'est pas le cas. Juré numéro 2, c'est un très, 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 très bon film. Alors, l'histoire, c'est le personnage incarné par, par Nicolas Hoult. Comment il s'appelle lui déjà? Il s'appelle, je vais vous dire ça, il s'appelle Justin Kemp. Donc lui, il est sélectionné en tant que juré. Il fait partie là, des 12 jurés qui vont devoir statuer sur la culpabilité d'une personne qui est inculpée en cas, qui pourrait être l'assassin là, de sa compagne. Le personnage incarné par Nicolas Hoult, lui, ça le fait bien, bien caguer d'avoir été sélectionné comme jury, parce que lui, ce qu'il aurait aimé, c'est rester auprès de sa compagne qui est enceinte. Et assez vite, le film nous révèle qu'il y a eu par le passé une grossesse qui n'est pas allée jusqu'à son terme, et les deux parents ont été très très bouleversés par cet événement. Et donc, cette nouvelle grossesse, c'est une grossesse qui est considérée comme un risque. Et c'est vrai que ce Justin, lui, ce qu'il aimerait, c'est être plutôt auprès de sa compagne qui vit très très mal cette grossesse et qui vit très très mal l'éloignement avec son homme là, puisque voilà, quand on est sélectionné comme juré comme ça dans un tribunal aux États-Unis, on sait que déjà euh, bah, le-
le procès en lui-même, ça peut durer plusieurs jours, voire dans certains cas plusieurs semaines. Et après, il y a aussi tout le temps de délibération qui peut prendre quand même un certain nombre de jours. Donc, lui, ça l'arrange pas. D'ailleurs, au début du film, il y a une présélection d'un jury. Ils sont, je sais pas combien ils sont, mais ils sont beaucoup plus que 12 à être présélectionnés. Et lui, il espère qu'il ne fera pas partie là, des 12 jurés définitivement sélectionnés, validés là, pour assister au procès. Et malheureusement, voilà, il est sélectionné un petit peu contre son gré. Et voilà ce que nous révélait la bande-annonce et le synopsis du film d'ailleurs, puisque je vais vous le reprendre. Le synopsis ne fait pas mystère. Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est lui-même à l'origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. Alors ça, le film n'en fait pas mystère. Et finalement, voilà, tout l'intérêt du film, ça va être, ça aussi. Ça va être de voir comment ce personnage-là va réagir avec les révélations qui vont être livrées pendant le procès. Et puis avec cet effet miroir aussi. Donc, là où je n'attendais pas le film, c'est qu'il donne un regard quand même très très critique sur la société américaine. Euh, et pas que sur le système judiciaire américain. Il donne un regard critique sur notre capacité à tous, y compris au travers de nos actions sur les réseaux sociaux, à parfois avoir des... Comment dire en gros, à nous méfier parfois de certaines simplifications. C'est que assez vite aujourd'hui, on peut prendre pour argent comptant certaines choses et condamner même sur les réseaux sociaux certaines personnes, certaines personnalités sur la base de présomption de culpabilité. Ce que le film nous donne, on va dire, comme grain à moudre, c'est que c'est une réflexion sur ce qu'est la vérité. C'est une réflexion sur ce qu'est véritablement la justice. Sur qu'est-ce qui est véritablement juste. Est-ce que... Parce que lui, dans ce système américain, comme le dit le film lui-même, c'est qu'il faut qu'il y ait un coupable à la fin. Dans cette situation-là, assez rapidement, on se rend compte que la personne qui est responsable n'est quelque part pas coupable parce que c'est un accident en fait. Mais le procès va révéler certaines informations qui nativement peuvent induire la culpabilité du compagnon de cette jeune femme. Et nous, au travers des flashbacks que l'on va vivre avec le personnage principal, on va comprendre que lui-même, dans son passé, il a certaines parts d'ombre qui font que s'il révèle la vérité, la justice ne lui accordera pas plus de traitement de faveur qu'elle en accorde à l'homme qui est condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc en fait, c'est là où le film est très très subtil. C'est qu'en fait, il montre toutes les failles de ces institutions américaines, de ce système judiciaire américain qui fait que d'ailleurs tous ces professionnels qui gravitent dans le système judiciaire, on le voit avec l'avocat de la défense et l'avocat qui est chargé là, de prouver la culpabilité là, du compagnon de la jeune femme, c'est que l'un comme l'autre,
ils essayent par tous les moyens de gagner leur procès. Mais leur objectif principal, c'est pas tant de, de dévoiler la vérité que, voilà, que de gagner, en fait. Et, et finalement, quand le procès est terminé, que les plaidoiries sont terminées et que le juré se retrouve confiné pour devoir délibérer, euh, ben, le personnage incarné, voilà, le Jason Kemp, hein, Nicolas Hoult, dans un premier temps, effectivement, il est face à cette culpabilité. Est-ce qu'il peut laisser quelqu'un, est-ce qu'il peut laisser quelqu'un accusé de meurtre et passer sa vie en prison alors qu'il est innocent? Mais en même temps, ben, cet individu-là, manifestement, c'est pas non plus un mec entre guillemets bien. C'est pas, c'est quelqu'un qui a énormément là, de façons, hein, qui a un passé de grande délinquance. Hein. Mais d'un autre côté, ben, voilà, lui aussi, il a aussi pas mal de pardon en lui. Le problème, c'est qu'il il a deux possibilités qui s'offrent à lui. C'est d'un côté, soit il arrive à faire pencher le juré euh, vers une non-culpabilité de cet homme, ou soit éventuellement il se range selon l'opinion générale et il fait condamner cet homme alors qu'il est innocent et que lui-même est coupable. Il doit vivre avec cette culpabilité d'avoir envoyé un homme en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais en même temps, ben, il se rend compte que finalement les gens, et notamment ces 11 personnes qui, qui sont les autres jurés, mais finalement ont une vision quand même assez binaire des choses. C'est soit la personne elle est coupable, soit elle n'est pas coupable, mais il n'y a pas d'entre-deux en fait. Euh, et ça, il le prend conscience en se disant que ben, finalement, lui-même, s'il révélait la vérité, ben, les gens iraient ressortir ben, tous, voilà, il irait ressortir. Ben, alors, je ne vais pas spoiler, mais je vais quand même spoiler un peu les amis, sinon c'est compliqué. Mais ce Justin Kemp, par le passé, avait des gros problèmes d'alcool. Et il avait eu d'ailleurs un très très grave accident, complètement pété. Et il avait été condamné à pas mal de travaux d'intérêt général, je crois même de la prison avec sursis, etc. C'est dans le cadre de cette thérapie qu'il avait rencontré ce qui aujourd'hui sa compagne actuellement. Il avait complètement arrêté il a complètement arrêté de boire. Euh, Ils ont eu cette première grossesse qui s'est très très mal passée, malheureusement, qui n'est pas arrivée jusqu'à son terme. C'est quelque chose que lui, il a particulièrement mal vécu aussi. Et c'est un événement qui a quasiment failli le faire retourner dans l'alcool. Et c'est le soir d'ailleurs où il a failli retomber dans l'alcool. Qu'en conduisant, il a percuté ce qui lui a semblé être un animal sur la route. Alors que bon, il faisait un temps dégueulasse, hein, il est sorti, il a essayé de voir ce qu'il avait tapé, il a vu que sa voiture voilà, avait quelques dégâts matériels, mais voilà, il faisait nuit noire, il pleuvait à mort, il y avait du vent, il voyait rien, il a regardé un petit peu partout, tout était sombre. Donc dans son idée, il avait percuté un animal. Donc il a repris sa route, mais mais, mais effectivement, un an après, quand il assiste à ce procès, et finalement qu'il prend conscience que c'était pas un animal qu'il avait percuté, mais sans doute cette jeune femme, euh, que les autres jurés pensent que le compagnon est coupable de meurtre, parce que juste avant, elle s'était engueulée avec lui, avec son compagnon dans un bar, devant pas mal de témoins oculaires. Et ben lui, il se dit, s'il révèle la vérité, personne ne voudra croire que, il ne savait pas qu'il avait percuté un être humain ce soir-là.
lui-même se trouvait dans le bar où se trouvait le couple avant les événements, bien que voilà, il n'avait pas franchi le pas là de se remettre une mine. Donc, en fait, il y a tout un contexte qui fait que si lui révèle la vérité, il sait que personne ne fera preuve de bienveillance et il sera forcément condamné avec, voilà, les gens auront tout un tas d'a priori, de préjugés le concernant et de la même manière que les autres jurés qu'il côtoie et qui ont des idées comme ça très, très arrêtées sur l'individu, qui est le coupable, on va dire idéal, il s'est dit: «Bah, lui, il n'aura pas plus de traitement de faveur», donc quelque part, il se dit, de toute façon, hem, voilà, si moi, j'avoue la vérité, je serai considéré comme un criminel, alors que voilà, malheureusement, le décès de cette jeune femme résulte, bah, voilà, d'un accident. Donc voilà, responsable mais pas coupable. Mais ce que montre le film, c'est que la justice américaine, bah, ce genre de situation, elle ne le reconnaît pas. Mais que de manière générale, dans la vie de tous les jours, bah, les gens ont tendance un petit peu à fonctionner comme ça. C'est que, ben voilà, on a tendance à avoir des idées, voilà, avoir les choses soit en noir, soit en blanc. Mais cette zone grise, cet entre-deux, et ben, parfois on ne veut pas le concevoir. Et c'est comme ça qu'on a toutes ces dérives là sur internet et autres. Donc le film est très, très subtil, sur toutes ces réflexions qu'il y a autour, voilà, de ce qu'est la vérité, de ce qu'est véritablement la justice, hem, de toutes ces failles de ce système américain, qui est loin d'être parfait, mais je crois qu'il y a aucun système, judiciaire, dans le monde qui est véritablement parfait. Et qu'il faut aussi, voilà, se méfier aussi, parfois d'idées reçues ou de jugements comme ça, qui pourraient, voilà, parfois, voilà, effectivement, il peut y avoir des vérités, des choses qui peuvent paraître, très, très claires, mais en fait, la vérité est souvent beaucoup plus subtile, beaucoup plus nuancée et et en tout cas, ça apprend, voilà, à être assez humble, en fait, finalement et à prendre un peu de recul aussi donc c'est un film qui, voilà, qui est hyper intéressant. Nicolas Hoult, livre une performance, très, très poignante, hein, il c'est vrai qu'il a une, il est c'est vrai que dans certains films, je pouvais le trouver parfois un peu lisse, Nicolas Hoult. C'est vrai qu'il a un physique un peu, c'est vrai, de jeune premier, de jeune intello, mais là, c'est vrai qu'il livre vraiment une performance brillante, ultra attachante, ultra émouvante, hem et justement, le fait qu'il ait ce côté un petit peu lisse au début du film, et ben, effectivement, quand on le voit après, évoluer en tout cas, émotionnellement, par rapport, au fur et à mesure que les jours du procès là défilent. Et qui lui, il est empreint de plus en plus au doute et qu'il ne sait plus du tout ce qu'il doit faire. Au bout d'un moment, il ne sait plus du tout ce qu'il doit faire. Heu, Au début, voilà, il tente de prouver, de faire adhérer aux autres jurés que cet individu, heu, ne doit pas être condamné coupable s'il n'y a pas de preuves irréfutables, le prouvant et qu'on ne peut pas simplement envoyer quelqu'un en prison à vie sur de la présomption. Hem Mais après, effectivement, quand il voit que, parce que ce stratagème ne fonctionne pas, d'un autre côté, il a pas forcément envie que l'enquête soit relancée et que finalement les soupçons se tournent vers lui. Hem, D'un autre côté, si véritablement, voilà, il veut sauver cet homme et qu'il avoue ce qu'il a fait, il sait que, heu, beh, personne n'acceptera, la «vraie» entre guillemets «vérité». Hem, mais voilà, qu'on verra en lui finalement un criminel qui vaut pas mieux que celui qui est aujourd'hui derrière le banc. Donc en fait, il y a tout ça, plus, le fait qu'il a sa compagne qui vit une voilà, une grossesse difficile. Si lui-même, il se livrait à la police, et peut-être que, elle pourrait, de nouveau peut-être perdre l'enfant qu'elle porte, enfant que lui, il a envie, de serrer dans ses bras, il a envie d'être présent dans sa vie. Donc en fait,
Voilà, c'est un film qui pose plein de dilemmes moraux. Si bien que quand nous, on regarde le film, on se dit, mais aussi, mais voilà, comment moi je réagirais face à ça? Est-ce que je pourrais vivre avec la culpabilité d'avoir laissé un homme aller en prison à ma place? Mais d'un autre côté, voilà, si j'avais fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire si j'avais percuté par accident cette jeune femme, mais sans le savoir, est-ce que ça fait de moi un criminel? Qu'est-ce que faisait cette jeune femme, voilà, en pleine nuit, sur un pont, non éclairé, par un temps, où il y a aucune visibilité, je veux dire. Heu, je veux dire, c'est un concours de circonstances. Voilà, lui, il a pris cette route au mauvais moment, cette jeune femme l'a pris également au mauvais moment. C'est un concours de circonstances. Parce que si effectivement, quand il avait percuté cette jeune femme et qu'il était sorti et qu'il l'avait vue, en train d'agoniser sur le bord de la route, voilà, sans doute qu'il aurait appelé les secours. Lui, on lui aurait fait voilà, un dépistage, de stupéfiants, d'alcool. On aurait vu qu'il s'était injecté, dans le collier et et voilà la thèse de l'accident aurait été validée. Mais 1 an après, il sait que s'il avoue ce qu'il a fait, les gens imagineront, plein de trucs, que ce soir-là, il était sous l'emprise de l'alcool, que c'est un délit de fuite, que donc il sait voilà, s'il avoue, il sait que sa vie elle est morte. Et son dilemme, c'est est-ce que sa vie à lui, elle vaut plus finalement que la vie de l'autre, hem, qui a également un sale passé. Donc en fait, c'est un film qui est hyper subtil, en fait, et ça, je l'avais pas forcément vu venir. Donc moi, j'ai ultra kiffé, Juré numéro 2, franchement, il m'a bluffé. C'est un film qui a pas voilà, qui comporte pas, il y a pas, de folie au niveau de la mise en scène, hein. J'ai vu que certaines mauvaises critiques disaient que ça ressemblait à un téléfilm de luxe. Bah, c'est vrai que voilà, c'est un film qui a pas forcément une dimension cinématographique non plus. Mais c'est un film dans tous les cas, qui est un grand film, par rapport à la charge émotionnelle qu'il véhicule, en fait. Donc moi, je vous le recommande. Juré numéro 2, excellent film de Clint Eastwood avec un Nicolas Hoult qui crève l'écran, qui m'a bluffé. Et c'est un film qui continue, qui vous garde en mémoire, plusieurs jours, après l'avoir vu, hein. Donc écoutez, moi je vous recommande et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.